Nous avons été reçus par le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, notre institution de régulation, le président Edouard Loko, ce matin. Nous sommes passés pour lui présenter les civilités et en même temps les félicitations pour sa promotion. Une promotion qui est une consécration, comme vous le constatez, dans la corporation, parce que pendant longtemps, il a exercé, il a été ancien président du CNPA, il a été toujours au chevet de cette corporation. En un deuxième temps, nous avons fait avec lui un état des lieux à travers les attentes du CNPA et voir de façon générale comment œuvrer pour l'amélioration de la vie des médias, de la vie des entreprises de médias au Bénin. En un troisième point, nous avons fait le CNPA a marqué sa disponibilité pour accompagner le président de la RAC, pour accompagner cette mandature de façon ferme. Nous sortons de cette audience très contents. Très contents parce que le président, en tant que journaliste professionnel, en tant qu'ancien président de l'ODEM, et entouré d'anciens présidents de l'ODEM, ça nous a été un boulevard pour parcourir très rapidement et en un clin d'œil les sujets que nous avons abordés. Et quels ont été ces sujets? Aujourd'hui, les questions. Qu'est-ce que c'est que l'ODEM? L'ODEM, nous sommes là pourquoi? Pour le respect de la déontologie, pour le respect de l'éthique dans les médias. Et nous avons des problèmes pour faire exécuter aujourd'hui, pour donner aujourd'hui à l'ODEM, qu'est-ce que je vais dire, les décisions que nous prenons. Il faut que ces décisions soient respectées, il faut que ces décisions soient prises en compte par les confrères, puisque l'ODEM, c'est, comme on le dit, c'est le fétiche des journalistes eux-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons érigé ce fétiche-là, c'est nous-mêmes qui avons tracé ce canevas. Nous avons dit, c'est notre Bible. Il faut respecter ce qui est mis. Les articles du code sont à respecter pour que la presse puisse être respectée elle-même. Et en tant que journaliste, en tant qu'acteur des médias, nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvons pas faire notre métier en laissant de côté le contenu du code. Nous avons parcouru tout cela. Mais quel va être le partenariat ou la relation entre l'ODEM et la HAC à travers ce que nous pouvons appeler la co-régulation? Si hier, cette co-régulation était une première barrière, aujourd'hui, nous venons d'entendre du président que nous allons fonctionner, nous allons faire activer cette co-régulation. Et c'est très important pour nous. C'est le véritable gage du développement de la presse, en quelque sorte, puisque quand nous sortons la décision, nous ne condamnons, ce n'est pas là, l'ODEM n'est pas là que pour condamner. L'ODEM est là pour féliciter aussi ceux qui font bien. L'ODEM est là, si vous avez mal fait, nous allons condamner. Mais si nous condamnons, et que vous trouvez que ce que nous avons fait là, c'est de le jeter au dos du canard, ça ne va servir à rien, vous allez continuer à végéter dans l'erreur. Mais à partir de ce que le président vient de nous dire, ce ne sera plus possible. La décision de l'ODEM sera respectée et la HAC fera respecter la décision de l'ODEM, puisque c'est notre affaire d'abord, c'est notre chose. Cela nous a beaucoup soulagés. Nous sortons très contents, comme je vous le disais à l'entame de cette audience-là, très satisfaits. Nous avons profité pour remettre au président nos rapports d'activité. Vous savez, l'ODEM établit un rapport d'activité par semestre. L'ODEM 9e mandature, nous venons de faire un an et quelques, ça fait 2 rapports d'activité. Nous avons profité pour remettre nos 2 rapports d'activité, premier semestre, deuxième semestre, au président de la HAC. Nous lui avons également remis notre plan triennal, le plan qui définit les activités que nous aurons à mener au cours de notre mandat. Nous lui avons remis également ce document. Nous lui avons remis un 4e document qui est le résumé des journées d'éthique et de déontologie que nous avons organisées à l'entame même de notre mandat. Nous avons parcouru les 12 départements de notre pays pour échanger avec les confrères, les consoeurs
de tout le pays, échanger avec les responsables politico-administratifs, les ONG, on a échangé avec tout le monde, puisque tout le monde est consommateur en réalité de la presse, de l'information. Mais si vous voulez consommer l'information, vous devez savoir comment est-ce qu'on cuisine cette information. Celui qui cuisine l'information, c'est celui-là que nous appelons acteur des médias, journaliste. S'il ne sait pas avec quel document, quel ingrédient je dois cuisiner l'information pour que ce soit digestif pour le consommateur, il y a problème. Donc, nous avons eu l'occasion de partager de la documentation à tout le monde dans le cadre de cette tournée que nous avons effectuée. Voilà tout ce que nous avons eu à partager avec le président de la HAC. Merci beaucoup, chers confrères. Effectivement, nous avons été reçus en audience par le président de la HAC, avec qui nous avons échangé. D'abord, il était question de présenter l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, qui a été installée après la signature des conventions entre la HAC et plusieurs médias en ligne. Alors, il était pour nous l'occasion de dire combien nous étions contents de savoir que désormais la HAC est gérée par des personnes averties qui connaissent beaucoup de choses sur le domaine. Alors, nous avons soumis nos préoccupations qui sont entre autres l'assainissement du secteur des médias en ligne. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est 56 médias en ligne qui sont autorisés, mais sur le terrain, il y en a plus qui exercent et qui font une concurrence déloyale à nous qui avons les licences légales, qui avons subi un certain nombre de processus pour avoir la convention avec la HAC. Donc nous avons soumis cette situation à la haute autorité. Nous avons également parlé de la formation. Les médias en ligne utilisent l'Internet, utilisent de nouvelles technologies qui sont révolues à chaque fois qu'on en crée de nouvelles. Donc nous avons besoin de la formation pour pouvoir asseoir des médias en ligne de qualité qui offrent des contenus de qualité. Nous avons également parlé de la formation des journalistes des médias en ligne dans le cadre du respect de la déontologie pour faire des médias en ligne des médias professionnels. Nous évoluons dans un univers où on a des web activistes, on a des influenceurs, on a des blogueurs et on a des médias. Donc la seule chose qui peut distinguer les médias en ligne, nous, médias en ligne ayant une licence légale, de ceux-là qui sont des étrangers qui sont venus dans les médias, dans le secteur par accident, c'est la qualité de ce que nous faisons, c'est comment nous traitons l'information, c'est que lorsqu'il y a une information sur les réseaux, qu'on vienne au niveau des médias en ligne pour vérifier cette information. Donc, nous avons besoin d'être formés au jour le jour en ce qui concerne la déontologie, en ce qui concerne le professionnalisme, en ce qui concerne les tests de loi qui existent. Donc, nous avons plaidé auprès du président pour que nous ayons droit à des formations de mise à niveau pour les membres de l'UNAMEL. Nous avons également parlé de l'aide de l'État à la presse. Avant, quand l'aide de l'État à la presse existait, les médias en ligne n'étaient pas reconnus. Donc désormais que les médias en ligne sont reconnus, si aide de l'État à la presse il y en aura, il faudra prendre en compte les médias en ligne. Nous avons également parlé de l'accès à Internet qui est notre principal intrant. Nous utilisons l'Internet pour véhiculer l'information et nous avons des problèmes sur le terrain en ce qui concerne la qualité de l'Internet et également l'accès à l'Internet. Donc, nous avons plaidé pour que la HAC puisse voir dans quelle mesure échanger avec les fournisseurs d'accès Internet pour que on prévoit peut-être des lignes spécifiques pour les médias en ligne. Enfin, les médias en ligne ont rassuré le président de leur disponibilité à accompagner cette mandature afin d'effectivement amener l'église au milieu du village. Je vous remercie. Suite à l'arrestation du commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi, et des 2 chefs terroristes, il avait été convenu dans un premier temps de ne pas divulguer l'information pour permettre ainsi nos services de découvrir toute l'étendue du réseau. Les communications interceptées ont révélé l'implication de plusieurs opérateurs économiques dans le complot. Des enregistrements de ces communications seront bientôt diffusés au public dans les prochains jours. D'autres leaders de la société civile
participant aux échanges via un groupe WhatsApp dénommé IB Dégage, sont également impliqués dans cette vaste entreprise. La plupart des réunions de planification se menaient au Ghana, dans le quartier Ashimota, à l'hôtel Jidi Lodge à Accra. Certaines autres réunions se menaient à Tamale, en présence de M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur, et du lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez. Dans un second temps, il avait été convenu que le commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi, le sergent-chef Tendano, alias Taylor, et les 2 chefs terroristes, accompagnés de l'une de nos équipes, montrent le site de stockage de leurs équipements et de leurs matériels divers. Ce lieu, sous la garde des terroristes à la solde du commandant, a été localisé non loin de la ville de Tenkodogo. Une fois sur place, ceux-ci ont tenté de s'échapper, mais des échanges de tirs sont suivis, au cours desquels ils ont été neutralisés en sus de plusieurs autres terroristes. Les autres déstabilisateurs, loin d'abandonner leur funeste entreprise, ont décidé de peaufiner un nouveau plan lors d'une réunion qui doit se tenir normalement au Nigeria le 27 septembre 2024. Il s'agira pour eux de recruter de nouveaux terroristes, en sus de recruter 500 mercenaires en provenance d'un pays européen pour des attaques à grande échelle à Ouagadougou visant à semer la terreur. Toujours dans leurs prévisions, ils ont décidé de tuer tous ceux qui s'opposeraient à leur action en faisant référence aux populations dans le cas où elles se révolteraient. Ainsi, pour préserver leurs familles et leurs proches de toutes les représailles des populations contre eux, ils ont décidé que chacun d'eux exfiltre sa famille et ses proches avant le début de leur opération. Grâce aux informations recueillies, nous avons pu identifier les participants prévus à cette réunion de coordination à venir au Nigeria, parmi lesquels devraient figurer 1. Le commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi. 2. M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur. 3. L'ancien DG adjoint de l'ANR, radié des cadres des forces armées nationales, M. Ouedraogo Sekou. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, ainsi que des personnes issues de ce pays frère qu'est le Nigeria, qui sont impliquées dans cette sinistre entreprise. Tous devraient faire jonction avec M. Gibril Yipene Bassolé et certains éléments des services de renseignement occidentaux. Fort de ces informations avérées et au regard de la gravité extrême de ces actes, il a été décidé de maintenir l'opération spéciale afin de neutraliser toute personne qui tenterait de semer le chaos dans notre pays. Des instructions fermes ont été données pour rétrocéder au service de renseignement burkinabé l'ensemble des dossiers initialement judiciarisés afin de reprendre les auditions. À l'endroit des familles et des proches de ces terroristes, il leur est conseillé de les dénoncer, de les dissuader de poursuivre dans cette voie destructrice et de se départir formellement de toute action subversive. À l'endroit des familles et proches de ces terroristes, il leur est conseillé de les dénoncer, de les dissuader de poursuivre dans cette voie destructrice et de se départir formellement de toute action subversive. La récréation est terminée. Je répète, la récréation est terminée. À moins de 2 mois des élections législatives anticipées, le paysage politique sénégalais se redessine avec de nouvelles coalitions. Le Parti démocratique sénégalais, le PDS, dirigé par l'ancien président Abdoulaye Wade, a décidé de s'allier avec l'APR, Alliance pour la République de Macky Sall. Un rapprochement qui intervient après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye le 12 septembre. Cette coalition, ouverte à d'autres partis politiques, vise à unir les libéraux sénégalais. Elle représente aussi un changement de cap pour le PDS qui a soutenu le candidat élu lors de la dernière présidentielle.
Alors que le dépôt des candidatures approche pour les législatives du 17 novembre, les tensions internes au sein des partis ne manquent pas. Certains membres du PDS étant mécontents de cette alliance. Néanmoins, celle-ci pourrait renforcer leur position face aux défis politiques à venir. Au Ghana, la police a déclaré avoir arrêté 42 personnes suite aux affrontements survenus à l'occasion de manifestations populaires dans la capitale Accra contre les difficultés économiques et la gestion gouvernementale de l'exploitation minière illégale, connue localement sous le nom de Galamsey. Nous avons nos hommes ici, comme vous pouvez les voir. En fonction de la situation, nos hommes viendront et nous sommes prêts à faire face à toute éventualité. Juste avant son arrestation, Nelson Felicity, l'une des organisatrices de la manifestation, a exprimé sa colère au micro de Africa News. La police n'est pas honnête. Elle change constamment les règles du jeu. Et vous savez, même hier, ils viennent nous dire qu'ils font toute cette opération bidon dans tout le pays et qu'ils bloquent toutes les routes. Tout le monde sait que c'est un mensonge. La police n'a jamais été notre amie et elle ne le sera peut-être jamais. La police accuse les manifestants de s'être livrés à divers actes d'anarchie, notamment en s'en prenant aux véhicules des forces de l'ordre. L'ONG Democracy Hub s'en défend. Sans provocation, des personnes qui s'expriment contre ce qu'ils font, ils ont jugé et arrêté 2 personnes. Nous avons communiqué avec nos avocats pour faire face à ce que la police a décidé de faire aujourd'hui. Nous lançons un appel à tous. Ils ont l'intention de procéder à des arrestations aléatoires. Ces manifestations interviennent alors que le Ghana se prépare à l'élection présidentielle de décembre, l'économie étant au cœur de la campagne. Le Salon africain de l'aéronautique et de défense a véritablement tenu ses promesses avec des moments forts tels que des sauts depuis des hélicoptères et l'exposition de nouveaux avions militaires. Du 18 au 22 septembre dernier, l'armée de l'air sud-africaine a fièrement présenté son arsenal sur la base aérienne de Waterkloof à Swaney, offrant un spectacle impressionnant. Ce salon a également été une vitrine pour les dernières innovations technologiques, comme le chien robot de Boston Dynamics. En matière de technologie et du meilleur ami de l'homme, une partie essentielle de notre travail avec Spot, le chien robot de Boston Dynamics, consiste à faciliter les inspections avancées à distance. Ce type d'intervention est particulièrement crucial dans les opérations de recherche et de sauvetage, que ce soit dans le secteur minier ou dans la gestion de catastrophes, où l'armée joue souvent un rôle important. Il est essentiel de pouvoir identifier les risques présents dans la zone tout en offrant un réconfort aux victimes, en leur montrant visiblement que l'aide est en route. Cet événement a allié une exposition commerciale mettant en avant la vente d'armes de nouvelle génération et un salon dédié à l'aviation. Organisé tous les 2 ans, ce salon est devenu une véritable attraction. Ce qui rend AAD véritablement spécial, c'est effectivement sa capacité à réunir des nations du monde entier autour d'une initiative sud-africaine, voire des pays comme l'Inde, les États-Unis et le Royaume-Uni se rassembler pour présenter leur innovation et partager leurs connaissances est vraiment inspirant. C'est un bel exemple de collaboration. En plus de présenter des innovations dans l'aéronautique et la défense, ce salon a offert à l'Afrique du Sud une opportunité de discuter coopération militaire avec plusieurs de ses hôtes. Sur cette autoroute qui mène à Beyrouth, des milliers de personnes cherchent à fuir le sud du Liban, lundi après la frappe meurtrière d'Israël sur la zone. Ce bombardement, considéré comme le plus meurtrier depuis la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, a tué plus de 180 Libanais et blessé plus de 700 autres. L'armée israélienne a promis d'élargir son opération militaire. Nous n'attendons pas la menace, nous l'anticipons, n'importe où, sur n'importe quel front, à n'importe quel moment. Nous éliminons les hauts fonctionnaires, nous éliminons les terroristes, nous éliminons les missiles et ce n'est pas fini. Quiconque essaie de nous faire du mal, nous lui faisons encore plus mal.
Un bilan stupéfiant pour un pays encore sous le choc d'explosions meurtrières d'appareils de communication la semaine dernière. Les autorités ont ordonné la fermeture des écoles et des universités dès mardi dans la majeure partie du pays. Elles organisent l'accueil des déplacés. Les Nations Unies sont inquiètes au sujet d'une attaque de grande envergure contre la ville d'El Fasher, au Darfour au Soudan, du fait des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, selon une déclaration faite le week-end dernier par le porte-parole du secrétaire général de l'organisation, Stéphane Dujarric. Le communiqué de l'ONU indique que le secrétaire général Antonio Guterres a appelé le lieutenant-général Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, à agir de manière responsable et à ordonner immédiatement l'arrêt de l'attaque. Selon toujours le diplomate onusien, toute nouvelle escalade menacera également de propager le conflit le long des lignes intercommunautaires dans tout le Darfour. Le Soudan est en proie à un conflit entre les paramilitaires des FSR et les forces armées soudanaises depuis avril 2023. La guerre a suscité des déplacés par millions et engendré la famine dans certaines parties du pays. Lundi, au siège des Nations Unies à New York, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a lancé un appel ferme à un rééquilibrage des relations internationales. Au sommet de l'avenir, le diplomate a plaidé pour un ordre mondial plus équitable, mettant en avant la nécessité d'une collaboration entre les puissances pour garantir la stabilité. Tous les pays, quelle que soit leur taille et leur puissance, sont des membres égaux de la communauté internationale. Les affaires doivent être traitées par le biais de consultations entre toutes les nations. Nous devons renforcer l'autorité de l'État de droit international, rejeter la loi de la jungle qui veut que les forts tyrannisent les faibles. Nous devons nous opposer aux actes d'hégémonisme comme les sanctions unilatérales. Ce sommet a vu l'adoption du pacte pour l'avenir axé sur les défis mondiaux dont le climat et la coopération numérique, des domaines où Pékin entend peser en tant que défenseur de l'équité entre les nations. Un climat de tension a prévalu au siège des Nations Unies à New York lorsque la Russie a annoncé lundi son refus de soutenir le pacte pour l'avenir, une décision révélatrice des fractures géopolitiques actuelles. La Russie a joué le rôle le plus actif dès le début de l'élaboration du pacte pour l'avenir. Nous n'avons pas été gouvernés uniquement par nos intérêts nationaux, mais nous avons également poursuivi les priorités de la majorité mondiale. Nous avons adopté une approche constructive et ouvert le dialogue dans l'intérêt du compromis. Mais la version finale du pacte contient encore des éléments non consensuels et inacceptables. Il ne favorise pas la réalisation des objectifs déclarés et il n'est pas propice à la fonction des Nations Unies. Ce pacte, présenté comme un succès du multilatéralisme, est perçu par les Russes comme un plan de suprématie occidentale. Les États-Unis ont réagi avec force. Préserver le statu quo n'est pas une option. Les États-Unis se sont engagés à adapter le système des Nations Unies pour qu'il reflète le monde d'aujourd'hui et de demain, et non celui qui existait en 1945. Nous sommes et nous resterons résolument opposés au révisionnisme. Nous n'accepterons pas tous les efforts visant à démolir, diluer ou modifier fondamentalement les principes de la Charte des Nations Unies. C'est une chose de revitaliser, de réformer l'organisation pour relever les défis de l'avenir. Mais c'en est une autre d'essayer de modifier son objectif et ses principes fondamentaux. Ces derniers sont essentiels pour éviter de répéter les horreurs du passé. La Russie a tenté dimanche de bloquer le pacte pour l'avenir, mais les pays africains ont rejeté l'amendement russe, le pacte prévoyant entre autres de refinancer l'aide au développement. À Gaza, dans les camps de Deir el-Balah, des milliers de Palestiniens déplacés espèrent chaque jour récupérer une ration de nourriture et de l'eau. Ces denrées sont principalement issues de l'aide humanitaire arrivée ces derniers mois. Les familles doivent patienter des heures dans de longues files d'attente.
Des bagarres peuvent éclater à l'arrivée de ces rations, de plus en plus rares. La vie ici est très difficile. Nous sommes durement éprouvés à tous les niveaux, qu'il s'agisse de fournir des tentes, de l'eau ou de la nourriture. Aujourd'hui, nous recevons de la nourriture de la part d'organisations caritatives. Certains jours, ce n'est pas très bon, mais grâce à Dieu, notre situation est meilleure que d'autres. L'eau est disponible 1 heure sur 2. Dieu seul sait ce qu'il en est de ces souffrances. Une année entière de souffrance. Selon l'ONU, ce conflit a déplacé 90% des Palestiniens de Gaza, la plupart s'étant réfugiés dans des camps au centre et au sud de l'enclave. J'ai des enfants, dont une fille de 7 mois. Je ne sais pas comment je vais passer l'hiver avec elle. Chaque jour, elle a besoin de changer de vêtements 3 ou 4 fois. Alors que nous n'avons pas de vêtements de rechange. Nous allons souffrir très durement. Nous n'avons aucune tente pour nous protéger de l'hiver. Les tentes sont inutiles. Il suffit d'un peu de vent pour qu'elles s'envolent. Et ce n'est pas seulement mon cas. Tout le monde ici vit la même chose. L'escalade des hostilités qui dure depuis près d'1 an est la plus meurtrière qu'ait connue Gaza, avec un bilan s'élevant à près de 41 000 morts.